Enthousiaste de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, bienvenue. Notre objectif de 600 abonnés est presque atteint et nous avons besoin de votre dernier clic. Abonnez-vous maintenant pour accélérer l'évolution de la chaîne. De plus, le vote pour le prochain sujet épineux est ouvert. Laissez votre suggestion dans les commentaires. C'est tout. Sans plus tarder, le thème d'aujourd'hui. Comment Vassili Zaïtsev, le fantôme blanc de Stalingrad, a réussi des tirs mortels à plus de 800 mètres sur les champs de glace. C'est parti. En 1942, l'air au-dessus de Stalingrad ne transportait pas seulement le froid brutal de l'hiver russe, mais le lourd présage d'un destin sanglant. Le sol, une vaste étendue de neige vierge et de glace implacable, tremblait sous le poids de milliers de bottes, du crissement métallique des chars Panzer et du vrombissement menaçant des véhicules blindés. C'était une vibration qui ne venait pas de la terre, mais d'une ambition effrénée, d'une machine de guerre qui se croyait invincible. Le Reich, à son apogée de puissance et d'arrogance, avançait. Ses généraux, ses soldats, tous imprégnés d'une confiance aveugle, croyaient que la victoire était à portée de main. Stalingrad, la ville qui portait le nom du dirigeant soviétique, ne serait qu'une étape de plus dans leur marche triomphale vers l'Est. L'optimisme allemand était palpable, presque une odeur dans l'air mêlée au diesel et au métal froid des armes. La Blitzkrieg, la guerre éclair, avait balayé l'Europe, écrasé des nations et s'attaquait maintenant au cœur de l'Union soviétique. Les commandements étaient assez clairs, les ordres implacables. Stalingrad était l'objectif final, la clé des puits de pétrole du Caucase, le coup fatal à la colonne vertébrale ennemie. Personne n'imaginait que cette ville, un enchevêtrement d'usines, de maisons en bois et de rues gelées sur les rives de la Volga, se transformerait en hachoir à viande, un abîme de désespoir. Le climat, en cet automne qui se précipitait vers un hiver sans précédent, donnait déjà des signes. Des vents cinglants balayèrent les steppes, soulevant des flocons de neige qui fouettaient les visages des soldats. Mais la machine de guerre allemande, dans son délire de conquête, ignorait les murmures glacés de la nature. Il ne voyait que la fumée des cheminées de Stalingrad à l'horizon, une promesse de gloire. Le son des moteurs des Stuka, les bombardiers en piqué, déchirait le ciel. Un chant de mort qui annonçait la destruction imminente. Pour les Allemands, c'était la symphonie de la victoire. Pour les défenseurs, c'était le prélude de l'enfer. L'avancée était méthodique, brutale. Des colonnes de chars s'étendaient sur des kilomètres, leurs chenilles écrasant la glace, laissant derrière elles une traînée de terre ravagée. L'artillerie tonnait sans cesse, envoyant des salves de morts sur les défenses soviétiques. Chaque explosion était un écho de la détermination germanique, un cri de puissance qui réverbérait sur les plaines gelées. Les soldats, jeunes et endurcis, marchaient avec une discipline de fer, leurs uniformes gris contrastant avec la blancheur de la neige. Leurs yeux, auparavant pleins d'une ferveur presque religieuse, allèrent bientôt voir l'horreur que Stalingrad leur réservait. La confiance était l'armure des envahisseurs, la croyance inébranlable en leur supériorité tactique et morale. Ils avaient sous-estimé l'immensité de la Russie, la résilience de son peuple, et l'hiver qui approchait, un autre ennemi invisible, implacable et mortel. L'odeur de poudre brûlée et le fer des armes se mêlaient à l'air coupant, un cocktail sensoriel qui annonçait la tragédie. Stalingrad ne serait pas une victoire rapide, ni une simple conquête. Ce serait un test de résistance, un duel de volonté, où chaque mètre de terrain serait disputé avec du sang, et où chaque vie aurait un prix inimaginable. Ceci était le prélude de l'un des affrontements les plus sanglants de l'histoire, un enfer gelé, où l'humanité serait poussée à ses limites les plus extrêmes. La scène était dressée. Les acteurs, des millions d'hommes et de femmes, étaient à leur poste. Le rideau de la tragédie se levait sur la ville de la Volga. Abonnez-vous maintenant et rejoignez notre légion d'historiens pour revivre le passé, percer les mystères et comprendre comment un homme, au milieu de ce chaos, allait devenir une légende. Le fantôme blanc de Stalingrad. La Blitzkrieg, qui avait déchiré l'Europe comme une lame aiguisée, venait maintenant se briser contre les murailles invisibles de Stalingrad. Les premiers jours de septembre 1942 virent l'avancée allemande se transformer en un torrent impétueux, balayant les banlieues et les défenses extérieures de la ville. La supériorité aérienne de la Luftwaffe était écrasante. Les Stuka plongeaient avec leurs hurlements terrifiants, déversant des bombes qui pulvérisaient les immeubles et transformaient des pâtés de maisons entiers en tas de décombres fumants. L'air était lourd de l'odeur âcre de béton pulvérisé,
de poudre et de la fumée épaisse qui obscurcissait le soleil. Pour les Allemands, la victoire semblait une question de jours, peut-être de semaines. Leurs chars, les puissants panzers, ronronnaient dans les rues, leurs chenilles écrasant les pavés et l'espoir des défenseurs. Les soldats du Reich, endurcis par des années de combat, avançaient avec une férocité calculée. Chaque rue, chaque usine, chaque maison de briques était un objectif à conquérir, un échelon dans l'escalier de la victoire. La confiance était une drogue, injectée dans leurs veines par la propagande et les conquêtes précédentes. Ils voyaient Stalingrad non pas comme une ville, mais comme un obstacle final, un symbole du communisme à anéantir. Les cris de « Heil Hitler » résonnaient au milieu du bruit assourdissant de la bataille, un chœur de fanatisme et de détermination. La fumée des explosions se mêlait à la sueur et à la peur, mais l'ordre était clair, avancer, écraser, conquérir. Mais Stalingrad n'était ni Paris, ni Varsovie. À chaque mètre conquis, le coût augmentait. L'avancée, auparavant rapide, commença à ralentir, se transformant en un broyage cruel. Le tournant ne vint pas d'un seul événement, mais d'une confluence de facteurs, un piège qui se refermait lentement. Premièrement, la résistance soviétique. Ce n'était pas la retraite désordonnée que les Allemands attendaient, c'était une défense désespérée, fanatique, se battant pour chaque ruine, chaque brique. Le général Vassili Tchouikov, commandant de la 62e armée, avait émis l'ordre, pas un pas en arrière. Et ces hommes, dont beaucoup étaient des civils nouvellement enrôlés, armés de peu de balles et de grenades, le suivirent avec une ténacité brutale. La ville commença à respirer. Chaque immeuble en ruine, chaque tas de décombres, devint une fortification. La lutte se transforma en combat urbain, au corps à corps, où la supériorité mécanique allemande était annulée. Les chars, qui balayaient auparavant les plaines, étaient désormais des cibles faciles dans les rues étroites, pris en embuscade par des équipes d'infanterie munies de cocktails Molotov et de mines anti-chars. Le son métallique des chenilles était maintenant un présage de danger, non de victoire. L'odeur de diesel et de poudre cédait la place à l'odeur de sang, de sueur et de mort, un parfum putride qui imprégnait l'air gelé. L'automne s'épaississait, et avec lui, le froid. Un ennemi silencieux et implacable commençait à resserrer son étau. Les nuits devenaient glaciales, le vent coupant apportait la promesse d'un hiver brutal. Les espoirs allemands d'une victoire rapide avant le gel de la Volga commençaient à se dissiper, comme la vapeur de la respiration dans l'air glacial. Stalingrad, la ville qu'ils pensaient n'être qu'une cible de plus, se transformait en cauchemar, un labyrinthe de mort où la visibilité était minimale et où chaque ombre pouvait cacher un ennemi. La terreur commença à s'installer, non seulement dans le cœur des défenseurs, mais aussi dans les yeux des envahisseurs, qui voyaient leur blitzkrieg se noyer dans une mer de décombres et de glace. Le sol, déjà trempé de sang, commençait à geler, devenant glissant et traître. Chaque pas était un risque. La guerre de mouvement fit place à la guerre d'usure, une boucherie où chaque mètre carré était disputé au prix de vie. Les Allemands, habitués aux avancées rapides, se retrouvaient maintenant piégés dans un combat infernal, une lutte pour des débris, pour des caves humides et sombres. La confiance arrogante de la blitzkrieg fut remplacée par un épuisement croissant, une peur constante de ce qui se cachait dans l'ombre. La ville, autrefois un symbole de conquête, était maintenant un enfer gelé, un piège mortel où l'honneur et l'humanité seraient testés jusqu'à la limite. Stalingrad n'était plus une ville, c'était un mausolée en ruine, un labyrinthe d'entrailles exposées, où chaque brique et chaque tas de décombres cachaient une menace mortelle. L'avancée allemande, autrefois un rouleau compresseur imparable, rampait maintenant à travers un enfer de béton et de métal tordu. La blitzkrieg était morte dans les rues étroites, étouffée par la fumée épaisse et le désespoir des défenseurs. La guerre des rats, Rattenkrieg, avait commencé, un combat brutal de maison en maison, pour des caves sombres et des tunnels souterrains, où la lumière du jour était un luxe et la mort une compagne constante. Pour les soldats allemands, l'euphorie de la conquête céda la place à un épuisement corrosif. L'ennemi n'était plus une masse distante à bombarder du ciel ou à écraser par des chars. Il rôdait dans chaque ombre, dans chaque fenêtre brisée, avec une ténacité qui défiait la logique militaire. Le son d'un coup de feu isolé pouvait signifier la fin, une balle qui déchirait l'air gelé et trouvait sa cible avec une précision létale. Les snipers soviétiques, fantômes invisibles, transformaient la simple traversée d'une rue en roulette russe. La peur s'infiltrait silencieuse,
plus froide que le vent qui sifflait à travers les ruines. L'odeur de poudre brûlée et de fer rouillé se mêlait à l'odeur douceâtre et nauséabonde des corps en décomposition sous les décombres, un rappel constant de la fragilité de la vie. De l'autre côté, la résistance soviétique se battait avec une férocité née du désespoir et de la conviction. Pour eux, Stalingrad était plus qu'une ville, c'était le symbole de la patrie, la ligne de défense finale. Des soldats, dont beaucoup étaient jeunes et inexpérimentés, mais endurcis par la vision de la destruction et de la mort, se transformèrent en loups affamés, défendant chaque mètre de leur propre vie. La 62e armée, sous Tchouikov, n'avait nulle part où reculer, avec la Volga gelée dans leur dos. Leurs yeux reflétaient non seulement la terreur, mais une détermination de pierre, la promesse qu'ils emporteraient avec eux le plus grand nombre possible d'envahisseurs. L'usine de tracteurs, le silo à grains, la maison de Pavlov, des noms qui deviendraient des légendes de la résistance, était le théâtre de batailles épiques où chaque étage, chaque pièce, chaque machine se transformait en barricade. Le bruit était assourdissant. Le claquement sec des fusils, le déchirement métallique des mitrailleuses, la détonation sourde des grenades explosant dans des espaces confinés. Des cris de douleur et des ordres étouffés résonnaient entre les murs perforés. Les soldats s'affrontaient en combat au corps à corps, baïonnette contre baïonnette, couteau contre poing, dans une lutte primitive pour la survie où la proximité de l'ennemi était aussi intime que la peur elle-même. Les civils, piégés dans l'enfer urbain, menaient une existence souterraine, dans des caves humides et froides, écoutant le rugissement de la guerre au-dessus de leur tête. Femmes et enfants, les yeux dilatés par la terreur, partageaient la rareté de l'eau et de la nourriture avec les soldats. Leurs murmures étaient des prières, leurs peurs, palpables. Beaucoup mouraient, non pas de balles, mais de faim, de froid et de maladie. Leur vie, auparavant paisible, avait été pulvérisée, réduite à une lutte quotidienne pour un morceau de pain, pour une bouffée d'air pur, pour un moment de silence avant la prochaine explosion. La destruction était totale. Les immeubles se désintégraient en nuages de poussière et de débris, révélant des squelettes de béton et de fer tordus. L'hiver resserrait son étreinte glaciale. La neige qui tombait n'était plus pure. Elle se mêlait à la suie, au sang et à la boue, transformant le paysage en un suaire gris et macabre. Le froid pénétrait les os, gelant les blessures, engourdissant les esprits. Les armes tombaient en panne, les moteurs s'étouffaient, et les doigts des soldats, tant allemands que soviétiques, s'engourdissaient sur les gâchettes. Stalingrad était un monstre affamé, et sa faim était insatiable, dévorant les hommes, les espoirs et la notion même d'humanité. Le monstre de Stalingrad resserrait son étreinte glaciale. La ville, autrefois une cible, était maintenant un piège, un labyrinthe où chaque coin promettait la mort. L'isolement était la nouvelle réalité, une brume froide qui enveloppait les soldats allemands. Leur ligne de ravitaillement, déjà étirée à l'extrême par les vastes steppes russes, commençait à flancher. L'hiver, qu'ils avaient tant sous-estimé, se révélait un ennemi plus implacable que n'importe quelle armée. Les convois auparavant remplis de munitions et de provisions arrivèrent de plus en plus vides, ou n'arrivaient pas du tout, interceptés par les partisans soviétiques ou engloutis par la neige et la glace. La faim et le froid, auparavant de simples désagréments, devenaient une torture quotidienne. Pour les civils, la vie souterraine dans les caves humides et sombres était un enfer particulier. Les familles, recroquevillées au milieu de l'immondice et de l'odeur de moisie et de mort, voyant l'espoir diminuer chaque jour. La rareté de l'eau potable était critique. La neige fondue était la seule source, souvent contaminée. Les maladies se propageaient rapidement au milieu des conditions insalubres, fauchant sans pitié les vies des enfants et des personnes âgées. Le son constant de la bataille au-dessus, le tonnerre de l'artillerie et le claquement des mitrailleuses étaient la bande sonore d'un cauchemar sans fin, un rappel constant qu'à tout moment, le plafond pouvait s'effondrer ou qu'une balle perdue pouvait trouver son chemin. À l'intérieur des ruines, la résistance soviétique se battait pour chaque centimètre. La Volga, qui avait jusqu'alors servi d'artère vitale pour les ravitaillements et les renforts, commença à geler, se transformant en un pont traître, mais aussi en une barrière qui menaçait le sauvetage. Le désespoir, cependant, cédait la place à une ténacité brutale. Parmi les défenseurs émergeaient des figures qui deviendraient des légendes, comme Vassili Zaïtsev, le fantôme blanc. Tireur d'élite à la visée légendaire, Zaïtsev et ses camarades
transformèrent les ruines de Stalingrad en leur propre terrain de chasse. Cachés dans les décombres, les trous de balles et les caves, ils traquèrent les officiers et les tireurs allemands avec une précision mortelle. La peur, auparavant dirigée uniquement contre les chars et les bombardiers, se tournait maintenant vers les ombres. Un reflet du soleil sur un toit brisé, un mouvement subtil dans une fenêtre lointaine. Cela pouvait être la dernière chose qu'un soldat allemand verrait. Zaïtsev réalisait des tirs mortels à plus de 800 mètres dans des champs de glace, sa présence un murmure glacial qui se propageait dans les tranchées ennemies. La guerre d'usure se transformait en guerre psychologique, où chaque mort causée par un tireur minait le moral et augmentait la paranoïa. Le moral allemand commençait à s'effondrer, non seulement à cause de la faim et du froid, mais à cause du sentiment d'être traqué dans un labyrinthe sans issue. Les exécutions sommaires devinrent plus courantes, tant par désespoir que par discipline brutale. Les déserteurs étaient punis sans clémence, un avertissement sombre de ce qui arriverait à ceux qui oseraient vaciller. L'odeur de chair brûlée des incendies incontrôlés se mêlait à l'odeur métallique du sang et à l'haleine putride des corps en décomposition, gelés dans la neige. Le paysage était une mosaïque de destruction, des chars retournés, des immeubles pulvérisés, des rues méconnaissables. Chaque jour, le nombre de blessés et de malades augmentait de façon exponentielle, surchargeant les hôpitaux de campagne, où l'amputation sans anesthésie était une réalité courante. La rareté des munitions, surtout pour les armes lourdes allemandes, forçait une économie draconienne. Chaque tir comptait. Les soldats, auparavant confiants, avaient maintenant les yeux creux, la peau pâle et gercée par le froid, leurs uniformes sales et déchirés. L'espoir d'une victoire rapide s'était évaporé, remplacé par la lutte pour la survie, jour après jour, heure après heure. Stalingrad était un purgatoire, où la ligne entre l'agresseur et l'agressé devenait de plus en plus ténue dans la lutte désespérée pour la vie. L'étau se refermait, non seulement autour de la ville, mais autour de l'âme même des hommes. L'encerclement, autrefois une menace lointaine, s'était transformé en une réalité brutale et indéniable. Le 19 novembre 1942, l'opération Uranus fut déclenchée. Le rugissement de milliers de canons soviétiques déchira la quiétude glaciale des steppes au nord et au sud de Stalingrad, un tonnerre qui annonçait le début de la fin. Ce n'était pas une attaque frontale contre la ville fortifiée, mais un coup chirurgical, une manœuvre en tenaille destinée à envelopper complètement le fier 6e armée allemande. Les forces roumaines, flanquant les Allemands, furent écrasées en quelques heures, leurs cris de panique étouffés par l'avancée imparable des chars T-34. L'odeur de poudre et de métal tordu se mêlait à l'air gelé, annonçant la catastrophe. En seulement 4 jours, l'inimaginable se produisit. Le 23 novembre, les pointes des lances soviétiques se rejoignirent à Kalach, à l'ouest de Stalingrad. L'étreinte glaciale était complète. Environ 300 000 hommes de l'Axe, allemands, roumains, italiens et hongrois, étaient piégés, encerclés dans une poche gigantesque, le Kessel, chaudron, avec la Volga gelée dans leur dos et l'ennemi de tous les côtés. La nouvelle se répandit comme un frisson mortel dans les tranchées allemandes. Le choc fut dévastateur. La confiance arrogante se désintégra, remplacée par un désespoir glacial. Le rugissement des moteurs soviétiques, auparavant lointain, semblait maintenant venir de toutes les directions, un chant de victoire qui résonnait de la faim. À l'intérieur du chaudron, la vie se transforma en une lutte quotidienne contre le temps, le froid et la faim. L'hiver russe, autrefois un présage, était maintenant un bourreau implacable. Les températures chutaient à 30 degrés, 40 degrés, gelant le sang dans les veines, transformant la chair exposée en glace cassante. Les uniformes d'été n'étaient pas de taille face au froid polaire. Les soldats, auparavant vigoureux, succombaient à l'hypothermie, leur corps raidi et bleu, empilés comme du bois dans des fosses improvisées. L'odeur de mort était omniprésente, se mêlant à la vapeur de la respiration et à la puanteur de la gangrène dans les infirmeries improvisées. Les rations furent réduites drastiquement. Le pain, autrefois abondant, devint un luxe rare, remplacé par de minuscules portions de viande de cheval, quand il y en avait. Les soldats allemands, auparavant bien nourris, maigrissaient visiblement, leurs visages creusés, les yeux vides d'espoir. La faim rongeait les entrailles, et la soif, aggravée par l'air sec et gelé, était constante. Les munitions s'épuisaient, le carburant pour les chars et les véhicules était un rêve lointain. La puissante Luftwaffe,
promettant un pont aérien de ravitaillement, échoua lamentablement. Les quelques avions de transport qui réussissaient à percer le blocus soviétique apportèrent des miettes, insuffisantes pour maintenir l'armée en vie. Chaque atterrissage était une course désespérée, une bagarre sauvage pour un morceau de pain pour une boîte de balles. Hitler, dans son bunker lointain, refusait de permettre une retraite. La 6e armée restera à Stalingrad, était l'ordre irréductible, résonnant comme une sentence de mort. Il croyait que la ville était un point stratégique vital, un symbole qui ne pouvait être abandonné, mais sa têtardise scellait le destin de centaines de milliers d'hommes. L'espoir d'une contre-attaque extérieure, d'une force de secours qui briserait l'encerclement, était la dernière ligne de défense contre le désespoir total. Le maréchal Erich von Manstein, l'un des stratèges allemands les plus brillants, tenta l'opération Tempête d'hiver, Wintergewitter, une tentative désespérée de sauver la 6e armée. Les cœurs des soldats piégés dans le chaudron vibrèrent d'une dernière étincelle d'espoir en entendant les premiers échos de l'artillerie lointaine de Manstein. C'était comme un signe de vie venant d'un autre monde, un murmure de salut. Mais la distance était grande, l'hiver implacable, et la résistance soviétique féroce. La pointe de lance de Manstein n'avança que de 48 kilomètres avant d'être arrêtée, épuisée et à bout. Le son de la bataille s'évanouissait, emportant avec lui la dernière lueur d'espoir de sauvetage. Le silence qui suivit fut plus terrifiant que n'importe quel bombardement. C'était le silence de la condamnation. Les Soviétiques, pour leur part, resserraient l'étau avec une férocité renouvelée. Chaque jour, le périmètre allemand rétrécissait. L'artillerie soviétique, désormais avec des fournitures abondantes, bombardait sans cesse les positions allemandes, transformant les dernières ruines en poudre. Le son continu des explosions était le marteau de la destruction, frappant les défenses allemandes. Les attaques d'infanterie, auparavant repoussées avec difficulté, trouvaient maintenant des soldats affamés, gelés et avec le moral en lambeaux. La reddition, auparavant impensable pour la fière armée allemande, commençait à devenir un murmure, une tentation sombre au milieu de l'enfer. Le coût humain était inimaginable. Le chaudron de Stalingrad était désormais une tombe à ciel ouvert, et à chaque heure, plus d'âmes rejoignaient l'étreinte froide de la mort. Le chaudron de Stalingrad, maintenant un tombeau à ciel ouvert, bouillonnait du désespoir de centaines de milliers d'hommes. L'espoir d'un sauvetage s'était évanoui comme la fumée dans l'air glacial, ne laissant derrière lui que la certitude de la condamnation. Le maréchal Friedrich Paulus, commandant de la 6e armée, était pris entre la loyauté envers Hitler et la réalité brutale sur le terrain. Ses ordres étaient clairs. Il n'y a pas de reddition. Mais chaque jour, la capacité d'exécuter cet ordre diminuait. La ligne de commandement se désintégrait. La discipline s'échappait comme du sable entre les doigts gelés. Le moral, auparavant inébranlable, s'effondrait sous le poids de la faim, du froid et de la mort incessante. À l'intérieur du périmètre rétréci, l'enfer s'épaississait. Les quelques hôpitaux de campagne, improvisés dans des caves humides et sombres, étaient des scènes d'horreur indescriptibles. Des centaines de blessés et de malades, beaucoup atteints de gangrène et de gelures sévères, gisaient sur des lits de fortune, gémissant de douleur. Les chirurgiens, avec un minimum de fournitures et sans anesthésie, pratiquaient des amputations à la lueur des bougies, l'odeur de chair brûlée et de sang se mêlant à la puanteur de l'infection. Les piles de corps grandissaient, incapables d'être enterrés dans la terre gelée, un témoignage macabre de la boucherie. Les vivants voyèrent les morts et savèrent que leur destin n'était pas loin. La faim était un tourment constant, une douleur lancinante qui consumait les hommes de l'intérieur. Chevaux, chiens, rats, toute créature vivante était chassée et dévorée avec une férocité primaire. Le sombre murmure d'actes de cannibalisme commença à circuler. Des histoires choquantes d'hommes désespérés qui se tournaient les uns contre les autres pour survivre. Les visages des soldats étaient des squelettes ambulants, la peau tendue sur les os saillants, les yeux creux et sans éclat. La fièvre typhoïde et la dysenterie balayèrent les troupes, transformant l'acte de déféquer en un effort douloureux, leur volant les dernières énergies. L'artillerie soviétique, désormais avec l'initiative totale, ne donnait aucun répit. Une opération Anneau, Koltso, commença le 10 janvier 1943, un bombardement massif visant à écraser ce qui restait de la 6e armée. Des milliers de canons et de mortiers déversaient une tempête de feu et d'acier sur les positions allemandes,
transformant les dernières fortifications en poussière et décombres. Le son était assourdissant, un rugissement continu qui faisait trembler la terre et le cœur des hommes se rétracter. Chaque explosion était un coup de marteau sur l'âme, chaque projectile un messager de la mort. Les attaques d'infanterie soviétique suivaient le barrage d'artillerie, des vagues de soldats affamés, endurcis par l'hiver et la vengeance, balayant les positions ennemies. Les Allemands, affaiblis, gelés et à court de munitions, pouvaient à peine offrir de la résistance. Beaucoup se battaient jusqu'à la dernière cartouche dans un acte final de défi avant d'être maîtrisés ou tués. D'autres, les mains engourdies et l'esprit engourdi par le froid et le désespoir, lâchaient simplement leurs armes, les yeux vides. Le cri de « Hurrah !» des Soviétiques était le chant funèbre pour l'orgueil du Reich. Paulus, promu maréchal par Hitler le 30 janvier, recevait le message voilé qu'aucun maréchal allemand ne s'était jamais rendu. C'était un ordre de se battre jusqu'à la mort, une pression insupportable pour un homme qui voyait ses hommes succomber par milliers à chaque heure. La ville était divisée en deux poches, celle du nord et celle du sud, chacune menant une bataille séparée, isolée, sans espoir. Les derniers avions de transport, qui tentaient d'atterrir sur l'aérodrome de Goumrak, étaient abattus ou ne pouvaient plus décoller, piégés dans la neige et sous le feu constant. Le pont aérien était devenu une blague cruelle, un symbole de la promesse non tenue d'Hitler. L'effondrement était inévitable. Le 31 janvier 1943, ce qui restait de la poche sud, y compris le quartier général de Paulus, dans le sous-sol du grand magasin Univesmag, se rendit. L'image du maréchal allemand, auparavant fier et confiant, émergeant des décombres, pâle, épuisé et vaincu, était la personnification de la déroute. Le silence qui suivit la reddition fut lourd, seulement brisé par le crissement de la neige sous les bottes soviétiques et les pleurs étouffés de certains soldats allemands. La guerre de Stalingrad n'était pas complètement terminée, mais son cœur avait cessé de battre. Il y aurait encore de la résistance dans la poche nord pendant 2 jours, mais le destin était scellé. Le coût humain de l'entêtement d'un chef lointain était maintenant visible dans chaque corps gelé, dans chaque regard vide d'un prisonnier. Le dernier souffle de Stalingrad résonna pendant 2 jours supplémentaires dans l'enfer gelé de la poche nord. Après la reddition de Paulus, la résistance dans le secteur nord, où se trouvaient les derniers bastions allemands, était une farce macabre, une danse avec la mort dictée par la têtardise d'un Führer lointain. Sans espoir de sauvetage, sans ravitaillement, sans même une once de dignité, les soldats restants, beaucoup d'entre eux blessés, gelés et affamés, se battaient par instinct pour un dernier aperçu d'honneur, ou simplement parce qu'ils n'avaient nulle part où aller. Le son des mitrailleuses et des quelques fusils qui avaient encore des munitions était sporadique, étouffé par le hurlement du vent et le fracas implacable de l'artillerie soviétique qui continuait de pulvériser ce qui restait des fortifications. Chaque immeuble en ruine, chaque cave, chaque tranchée gelée était un petit tombeau, une scène pour un sacrifice inutile. Les hommes, maintenant spectres de leur ancien moi, les yeux vitreux de fièvre et de désespoir, affrontaient les vagues d'attaques soviétiques. L'odeur de poudre brûlée et de chair humaine gelée se mêlait à l'air raréfié. Le 2 février 1943, le dernier foyer de résistance succomba. Le silence qui suivit la dernière balle, le dernier cri, fut assourdissant. Un silence lourd, glacial, qui semblait engloutir la ville elle-même. Stalingrad, enfin, se tut. La bataille la plus brutale de l'histoire était arrivée à sa fin. Ce qui resta fut un paysage lunaire de destruction, un témoignage muet de la fureur humaine, des bâtiments défigurés, des squelettes de béton et d'acier tordus, des rues méconnaissables sous des couches de neige et de décombres. Et au milieu de cette désolation émergèrent les survivants de la 6e armée allemande. Des centaines de milliers d'hommes, autrefois l'avant-garde fière du Reich, étaient maintenant des ombres, des silhouettes chancelantes avec des uniformes déchirés, des visages creusés par la faim, des membres noircis par les gelures. Les yeux, auparavant pleins d'arrogance et de confiance, reflétaient maintenant un vide abyssal, le traumatisme de mois d'enfer. La vision des prisonniers était choquante pour les soviétiques eux-mêmes, habitués à la brutalité de la guerre. C'étaient des hommes brisés, sans âme, beaucoup ayant à peine la force de se tenir debout. L'odeur de maladie, de sang séché, d'excréments et de mort planait au-dessus d'eux. Des milliers tombaient morts en chemin, avant même de commencer la longue et torturante marche vers les camps de prisonniers en Sibérie. La promesse d'une victoire finale
s'était transformée en une marche de la mort, une procession de fantômes qui s'étendait sur des kilomètres dans l'immensité gelée. Pour les Soviétiques, la victoire était douce amère. La ville était en ruine, la population civile décimée. Mais la résilience avait prévalu. Le sacrifice avait été immense, mais Stalingrad devint le symbole d'un tournant, la preuve que le monstre nazi pouvait être arrêté, et même détruit. Les soldats soviétiques, épuisés et traumatisés, regardèrent le champ de bataille avec un mélange de soulagement, de triomphe et d'une horreur profonde pour ce dont ils avaient été témoins. La leçon de Stalingrad était gravée au fer rouge dans l'âme de tous. L'arrogance militaire et la sous-estimation de l'ennemi étaient un chemin vers la ruine. Le courage, la ténacité et la brutalité de la guerre avaient redéfini ce que signifiait être humain, pour le meilleur et pour le pire. Le coût humain était incalculable, une dette que l'histoire ne pourrait jamais payer. La ville, maintenant un cimetière, deviendrait un phare pour les générations futures, un rappel éternel de l'obscurité que les hommes sont capables de créer et de la lumière qu'ils peuvent trouver dans le désespoir le plus profond. La ville, autrefois vibrante, gisait en ruine, un cimetière de béton et d'acier tordu. Mais au milieu de ce paysage de mort, la vie pulsait obstinément, une flamme que l'hiver et la guerre n'avaient pu éteindre. Pour les Soviétiques, la victoire à Stalingrad n'était pas seulement stratégique. C'était une victoire de l'âme, une preuve de la résilience indomptable d'un peuple. Les civils, qui avaient supporté des mois de bombardements, de faim et de froid, commencèrent à émerger des caves et des abris, leurs visages marqués par le traumatisme, mais leurs yeux portaient maintenant une nouvelle étincelle, l'espoir. La tâche de reconstruction serait monumentale, une cicatrice visible dans la terre, mais la mémoire du sacrifice serait la fondation. Et dans cet enfer de béton et d'acier, des légendes sont nées. Des hommes ordinaires sont devenus des titans. Vassili Zaïtsev, le jeune berger de l'Oural, s'est transformé en fantôme blanc de Stalingrad. Son nom, murmuré avec révérence par les Soviétiques et avec terreur par les Allemands, était synonyme de précision létale et de courage implacable. Zaïtsev, un maître du camouflage et de la patience, rôdait dans les ruines, une figure presque mystique dans le paysage désolé. Ses tirs, précis et mortels, atteignaient des cibles à plus de 800 mètres, au milieu du chaos, du froid paralysant et de la fumée des explosions. Il n'était pas seulement un tireur, il était la personnification de la résistance soviétique, un symbole que, même dans l'obscurité la plus profonde, l'espoir pouvait trouver une cible. À chaque tir précis, à chaque officier allemand ou tireur ennemi abattu, Zaïtsev alimentait le moral de ses camarades et démoralisait l'ennemi. La guerre psychologique était aussi importante que la balistique. Les Allemands envoyèrent leurs propres tireurs d'élite pour le chasser, mais le fantôme blanc était insaisissable, un spectre dans les ruines. Son duel épique contre le major Erwin König, le légendaire chef-tireur d'élite de l'école de tireurs de la Wehrmacht, devint une saga au sein même de la bataille, un affrontement de volonté et de compétences qui captura l'imagination de tous. König, venu pour éliminer la menace, devint la proie dans un jeu mortel du chat et de la souris, un face-à-face silencieux et brutal entre deux maîtres de la mort. La légende dit que Zaïtsev prévalut, un tir chirurgical qui scella le destin de son adversaire et éleva sa propre mystique à des sommets épiques. La légende de Zaïtsev et de tant d'autres héros anonymes cimenta l'idée que Stalingrad n'était pas seulement une bataille, mais un tournant dans l'âme humaine. La résilience des défenseurs, la ténacité des civils qui refusaient d'abandonner leur maison, la capacité à supporter la souffrance la plus extrême, tout cela redéfinit ce qui était possible. Les survivants, soviétiques et allemands, porteraient à jamais les cicatrices de cet enfer. Pour les Allemands, ce serait le souvenir amer de l'arrogance militaire, de la sous-estimation d'un ennemi qui refusait de tomber. Pour les Soviétiques, ce serait la preuve que le courage et l'union pouvaient surmonter la plus brutale des adversités. La ville, un tombeau pour des centaines de milliers, se transforma en un symbole éternel de sacrifice et d'un triomphe qui résonnerait à travers les décennies. L'impact psychologique de la victoire fut immense, insufflant une nouvelle détermination dans toute l'Union soviétique et une peur glaciale au cœur du Reich. Stalingrad était l'avertissement. L'avancée nazie avait trouvé sa limite, et l'enfer gelé était devenu son tombeau. La réverbération de Stalingrad, cependant, transcenda les ruines et les piles de corps. La ville, un cimetière pour des centaines de milliers,
se transforma en un phare, un rappel indélébile de l'obscurité que les hommes sont capables de créer et de la lumière qu'ils peuvent trouver dans le désespoir le plus profond. Pour l'Union soviétique, ce fut plus qu'une victoire militaire. Ce fut une réaffirmation de l'âme, la preuve que la résilience humaine, le courage et l'union pouvaient surmonter la plus brutale des adversités. Pour le monde, Stalingrad résonna comme un cri d'alerte, un avertissement brutal contre l'arrogance militaire et la sous-estimation de l'esprit d'un peuple. Les survivants, prisonniers et civils traumatisés, émergèrent de Stalingrad avec des cicatrices que la guerre n'effacerait jamais. La leçon fut cruelle, gravée au fer rouge dans la mémoire collective. L'arrogance militaire et la sous-estimation de l'ennemi mènent à la ruine. Ce fut un tournant, non seulement stratégique, mais moral, montrant la résilience inébranlable de l'esprit humain et le coût inimaginable des décisions stratégiques dictées par l'orgueil. Vassili Zaïtsev, le fantôme blanc, devint plus qu'un tireur. Son nom fut murmuré par des générations comme un symbole éternel de résistance individuelle et collective, une légende qui personnifiait la ténacité soviétique. Aujourd'hui, les mémoriaux de Stalingrad, désormais Volgograd, se dressent imposants contre le ciel, témoins silencieux du sacrifice. Des livres, des films et d'innombrables récits oraux maintiennent vivante la mémoire de cet enfer gelé. Les cicatrices demeurent dans la terre et dans l'âme du peuple, un rappel éternel de la boucherie, mais aussi de la capacité humaine de supporter, de lutter et de se relever des cendres. Stalingrad, dans sa désolation, continue de nous parler. Ses ruines sont un sermon, ses échos sont un avertissement. Stalingrad demeure un monument à la brutalité de la guerre et au courage indomptable. Chaque immeuble en ruine, chaque morceau de béton tordu est un cri contre la violence, une complainte pour le sang versé. Et le sang sur la neige est un rappel éternel du sacrifice, des vies fauchées et des leçons que nous ne pouvons pas nous permettre d'oublier. L'histoire de Vassili Zaïtsev, le chasseur dans les ruines, le fantôme blanc qui a terrorisé l'ennemi, résonne non seulement comme un écho de résilience, mais comme un phare de la capacité humaine à trouver un but et de l'héroïsme même dans l'abîme le plus profond. Que la mémoire de Stalingrad nous serve de guide pour que nous ne perdions jamais de vue le coût de la guerre et la préciosité de la paix. Aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires épiques de l'histoire. Quelle bataille voulez-vous voir ensuite? Laissez votre commentaire et rejoignez notre voyage à travers le passé, perçant les secrets et les leçons des plus grands conflits de l'humanité.